N'oubliez pas que l'Alaska possède des climats et des reliefs parmi les plus difficiles, ce qui rend les histoires de disparition encore plus fascinantes. Cette terre n'est pas seulement un vaste paysage sauvage, c'est plein de mystères et de merveilles cachées. L'Alaska nous ouvre une fenêtre sur des mondes perdus depuis longtemps. Des disparitions se produisent, mais le triangle de l'Alaska semble être plus instable que d'autres endroits dans le monde. Numéro 1. C'est l'hôtel le plus isolé. Si vous cherchez vraiment à vous évader, le chalet Sheldon est votre destination idéale. C'est l'hôtel le plus isolé au monde, situé sur le glacier Rudd dans le parc national de Denali, à 1767 mètres, 5800 pieds, au-dessus du niveau de la mer. Cette retraite confortable n'est accessible que par hélicoptère, alors oubliez d'arriver en Uber. L'histoire de l'hôtel commence dans les années 60, lorsque Don Sheldon, un pilote intrépide qui gagnait sa vie en emmenant alpinistes et chasseurs dans les montagnes enneigées, décida de construire une maison familiale sur le glacier Rudd avec son épouse Roberta en 1966. Des décennies plus tard, ses enfants ont décidé de transformer la cabane familiale en hôtel de luxe, une construction loin d'être facile qui a duré 3 ans, de 2015 à 2018, en raison de la difficulté de transporter les matériaux jusqu'au glacier. Aujourd'hui, séjourner au chalet Sheldon est une expérience de luxe et d'exclusivité sans précédent. Un séjour de 3 jours coûte environ 35 000 $ et comprend le voyage en hélicoptère, un chef personnel et des activités telles que des promenades en traîneau. Cependant, la véritable star est le paysage époustouflant. Les clients bénéficient d'une vue privilégiée sur les aurores boréales, d'un ciel plein d'étoiles et d'un air si pur qu'il sera difficile de l'oublier. Si le luxe et la solitude vous attirent, le chalet Sheldon est l'évasion parfaite. Numéro 2. L'océan ne cesse de nous surprendre avec d'étranges créatures, et les scientifiques en découvrent constamment de nouvelles qui nous font nous demander « Comment peut-il être réel ?» L'une des découvertes les plus insolites a eu lieu le 15 juillet 2023 lors d'une expédition sous-marine dans l'océan Pacifique. En explorant 7100 mètres de profondeur, si profonde que rien que d'y penser on imagine la pression, le navire de recherche Okeano Explorer a rencontré un calmar vraiment particulier. L'équipe a été tellement émerveillée qu'elle a partagé une vidéo sur la chaîne YouTube de la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, et elle vaut vraiment le détour. Le calmar est presque entièrement transparent et possède sur la tête des tentacules qui forment une sorte de crête, lui donnant une apparence similaire à celle d'un perroquet, plus précisément d'un kakatoès. De plus, il a d'immenses yeux rouges, comme ceux d'un monstre marin tout droit sorti d'un film de science-fiction. Cette étrange nouvelle espèce a été appelée Tonus boru, et jusqu'à présent, on sait que son manteau, ou corps principal, peut atteindre 60 cm, environ 2 pieds, de long. Mais le plus surprenant est que ces calamars ne nagent pas seuls, ils flottent simplement et se laissent porter par les courants océaniques, comme s'ils effectuaient une promenade décontractée. Depuis leur découverte, les scientifiques ont exploré plus profondément les îles Mariannes pour en savoir plus sur ces curieux calmars. Pour l'instant, il reste un mystère, mais une chose est sûre, Mère Nature sait exactement comment nous intriguer. Numéro 3. En Alaska, aux États-Unis, le pigargue à tête blanche règne en tant qu'oiseau national, apparaissant fièrement sur tout, de l'emblème national au sceau présidentiel et aux billets de banque. Ne vous attendez cependant pas à voir ces oiseaux majestueux se promener dans le parc tels des pigeons, à moins que vous ne soyez dans un coin bien particulier de l'Alaska. Bienvenue à Unalaska, une petite ville du sud-ouest de l'Alaska qui compte environ 4700 habitants et, fait intéressant, qui compte plus de pigargues à tête blanche que quiconque ne le souhaiterait. Au premier abord, vivre avec ces créatures imposantes peut paraître formidable, mais la réalité est moins magique. Les aigles, qui sont énormes et volontaires, ne sont pas vraiment ravis de partager l'espace avec nous, et ils le démontrent en fondant sur quiconque s'approche trop près de leur nid. Comme il y a peu d'arbres dans la région, les aigles ont improvisé et construisent leur nid dans n'importe quelle structure de la ville qu'ils trouvent. Chaque année, environ 10 résidents malheureux voient de près les serres d'un aigle, ce qui fait désormais partie de la vie à Unalaska,
où les gens apprennent rapidement à lever fréquemment les yeux. Depuis 1940, ces oiseaux sont sous la protection de l'État. Les habitants doivent donc accepter leurs voisins au bec pointu, que cela leur plaise ou non. Les personnes ne sont pas les seules à être ciblées par les aigles. Ces oiseaux ont également découvert que les bateaux de pêche locaux sont comme des buffets flottants. Les pêcheurs passent une grande partie de leur temps à chasser les aigles avant de prendre leur prise du jour. Et lorsqu'ils ne traînent pas autour des bateaux, ils aiment passer du temps à la décharge municipale, fouillant les déchets comme des ratons laveurs à plumes. Bizarrement, son endroit préféré est la poste, personne ne sait pourquoi, mais si vous récupérez le courrier à une Alaska, faites attention. Malgré les désagréments constants, les citadins essaient de respecter leurs voisins aux yeux perçants. En fin de compte, ils n'ont pas choisi de vivre avec les aigles, c'est la vie de l'aigle qui les a choisis. Numéro 4. Les restes d'humains anciens sont de véritables trésors pour les archéologues, puisqu'ils leur permettent de reconstituer le mode de vie de nos ancêtres. L'une des découvertes les plus fascinantes a eu lieu en Alaska en 2013, lorsque les restes de 2 nourrissons ont été retrouvés près de la rivière Tanana. Ces os appartiennent à un nouveau-né et à un embryon de 30 semaines et remontent à environ 11 500 ans. Ce qui est intéressant, c'est que les 2 enfants avaient le même père, mais des mères différentes. Pour en savoir plus à leur sujet, des scientifiques de l'Université de l'Utah ont analysé l'ADN mitochondrial, révélant que les mères appartenaient à des groupes génétiques amérindiens distincts, ce qui s'est avéré être une découverte importante. Lorsque les archéologues ont mis au jour les restes, ils ont remarqué qu'ils étaient tous 2 recouverts d'ocre, un pigment rouge souvent utilisé dans les anciens rituels funéraires. Cela suggère que même à cette époque, les gens avaient des croyances importantes sur la vie et la mort. Ils ont organisé une cérémonie funéraire pour ces petits, démontrant que les anciens humains comprenaient également l'importance d'honorer ceux qui étaient morts. Bien que la découverte soit modeste, elle révèle de grandes histoires sur la façon dont nos ancêtres considéraient la vie et l'au-delà. Avant de continuer, une curieuse image est récemment apparue. La photo montre ce qui semble être une figure humanoïde quelque part en Alaska. Certains estiment que cela pourrait être lié à des personnes disparues il y a des années, tandis que d'autres restent sceptiques. Numéro 5. Découverte de ruines médiévales en Finlande. En 2018, les élèves d'une école de Turku ont eu une grande surprise lorsque les travaux de rénovation de leur gymnase ont révélé des ruines médiévales oubliées depuis des siècles. Une grande partie des ruines médiévales de Turku ont été détruites en 1827, lorsqu'un incendie dévastateur a dévasté la ville et consumé plus des 3/4 de ses bâtiments. L'école a été construite après cet incendie, mais on sait désormais qu'elle a été érigée directement sur les vestiges d'au moins 2 maisons médiévales et d'un tronçon d'une ancienne rue. Les archéologues pensent qu'en creusant plus profondément, y compris dans la cour de l'école, on pourrait trouver davantage de fragments de cette rue et probablement plusieurs maisons supplémentaires. Cependant, l'école n'est pas très enthousiaste à l'idée et préférerait récupérer sa salle de sport. Les autorités locales tentent de trouver un moyen de préserver les ruines antiques sans affecter les activités scolaires. Une solution possible serait d'achever les fouilles, de restaurer le sol du gymnase au-dessus des ruines et d'ouvrir un musée souterrain. Numéro 6. Anneau médiéval en Israël, début 2018, alors qu'il entretenait des plantes dans les jardins communautaires de Galilée, le jardinier Jacob Scherer a trouvé un petit anneau enfoui dans la végétation. En le nettoyant, il fut choqué de découvrir une figure humaine gravée sur sa surface. Curieux de sa découverte, il a posté une photo sur Facebook en quête d'informations. Sa publication a attiré l'attention des historiens et archéologues locaux, qui ont rapidement identifié l'anneau comme un artefact médiéval représentant Saint Nicolas, reconnaissable à son auréole et à sa crosse d'évêque. Bien que l'âge exact de la bague ne puisse être déterminé, on pense qu'elle a été créée entre le XIIe et le XVe siècle. Saint Nicolas, connu aujourd'hui sous le nom de Père Noël ou Père Noël, était le saint patron des voyageurs, marins, marchands et pèlerins au Moyen Âge. Il est probable que la bague ait appartenu à un pèlerin en voyage ou à un marchand de l'époque. Numéro 7. Nécropole de Minya.
Bien que Saqqara soit la nécropole la plus connue d'Égypte pour ses nombreuses découvertes, elle n'est pas la seule d'importance. En février 2018, des archéologues ont découvert une nécropole à Minya, située à plus de 240 km au sud du Caire. Même si des cimetières avaient déjà été découverts à Minja, cette nécropole, datant de la fin de la période pharaonique, était jusque-là passée inaperçue, bien qu'elle soit considérablement plus grande. Parmi les tombes découvertes figurent celles de personnages connus des égyptologues, comme les grands prêtres de Thot et leurs familles. Un prêtre éminent, Jetirir X, l'un des 5 prêtres en chef de la divinité, est enterré avec au moins 40 membres de sa famille, ainsi que de nombreuses figurines, belles poteries et autres objets funéraires. Jusqu'à présent, les archéologues ont exploré en profondeur 3 sépultures et espèrent en découvrir davantage à l'avenir. La nécropole de Minja deviendra peut-être un jour aussi célèbre que Saqqara. Numéro 8. Gants de boxe romains. La boxe est un sport qui existe depuis des temps immémoriaux, attirant toujours athlètes et spectateurs. Les premières références à la boxe remontent à 3000 ans, dans l'Égypte ancienne, mais une découverte récente en Northumbrie, en Angleterre, montre qu'elle était également populaire parmi les anciens Romains. 2 gants de boxe en cuir, vieux d'environ 1000 ans, ont été découverts dans le fort romain de Vindolanda. Même si les Romains étaient connus pour pratiquer la boxe, ce sont les seuls gants de cette époque qui ont survécu. On pense que différentes unités de l'armée romaine organisaient des matchs de boxe pour concourir pour la suprématie et le droit de se vanter, et que leurs camarades aimaient parier sur les résultats. Ces gants étaient bien portés et réparés, ce qui indique que leurs propriétaires les appréciaient beaucoup et ne les jetaient que lorsqu'ils ne pouvaient plus être réparés. Numéro 9. Au Yukon, la région la plus au nord-ouest du Canada, connue pour son climat glacial, la fonte récente a révélé d'anciens trésors. En janvier 2018, des archéologues ont découvert une flèche à pointe de cuivre, toujours parfaitement attachée à sa tige, dans un état presque intact bien qu'elle ait plus de 1000 ans. Cette découverte est l'un des plus anciens artefacts en cuivre découverts dans le nord du Canada. Les historiens suggèrent que la flèche était utilisée par un chasseur cherchant à chasser le caribou pour se nourrir. À l'époque, la flèche représentait une nouvelle technologie, car les chasseurs de la région utilisaient l'atlatl, un outil de lancer, à la place des arcs et des flèches, encore inconnus dans cette partie du monde. Numéro 10. Le crâne doté d'un implant métallique est l'une des découvertes les plus fascinantes et mystérieuses de l'archéologie moderne. Trouvé sur un site précolombien de la vallée de l'Ambeyek, au Pérou, ce crâne appartient à la culture Sican, qui a prospéré entre 750 et 1375 après JC. Ce qui rend cette découverte extraordinaire est l'implantation d'une plaque métallique dans le crâne, apparemment réalisée comme une forme précoce de chirurgie crânienne. La plaque, faite d'un alliage d'or et de cuivre, a été placée pour couvrir un traumatisme crânien, probablement causé par un coup contondant. Cette procédure démontre un niveau avancé de connaissances médicales et de compétences chirurgicales pour l'époque. Des études sur l'ostéo-intégration, où l'os fusionne avec le métal, suggèrent que l'individu a survécu à l'opération, ce qui témoigne d'une compréhension remarquable de la médecine et des compétences des chirurgiens précolombiens. La culture Sican est connue pour ses compétences en métallurgie, notamment dans la création d'objets cérémoniels et ornementaux très complexes. Cependant, l'application de ces compétences en médecine ouvre de nouvelles perspectives sur le niveau de développement technologique et scientifique des anciennes civilisations d'Amérique du Sud. Ce crâne implanté soulève également des questions sur le but de l'opération. S'agissait-il d'une intervention médicale visant à sauver la vie de l'individu, d'une pratique rituelle visant à traiter des maladies spirituelles, ou d'une combinaison des deux? La précision de la découpe et du placement de la plaque suggère une technique avancée et une compréhension approfondie de l'anatomie humaine. De plus, cette découverte contribue au débat sur l'échange de connaissances entre les cultures anciennes. Certains émettent l'hypothèse qu'il pourrait y avoir eu des contacts avec d'autres civilisations avancées, permettant ainsi l'échange de techniques médicales et technologiques. En résumé,
le crâne implanté en métal de la culture Sican est un témoignage saisissant de l'ingéniosité et de l'habileté des civilisations précolombiennes, révélant des aspects inconnus de leur connaissance médicale et de leur capacité à réaliser des interventions chirurgicales complexes. Numéro 11. Le plongeur Yosuke Tanaka et sa femme ont accueilli l'année avec une expérience impressionnante et unique en plongeant dans la ville de Toyoka, préfecture de Hyōgo, au Japon, par une froide journée de janvier. Des vendeurs locaux de matériel de pêche les ont alertés de la présence d'une énorme créature tapie dans les eaux. Ils ont décidé de plonger dans l'espoir de trouver la grande créature et, étonnamment, ils ont eu une rencontre rapprochée avec l'être insaisissable. Ce que les deux hommes ont trouvé était un calmar géant, un colosse de 8 mètres de long qui s'approche rarement des humains. Un être de 8 mètres de long, c'est incroyable, mais ce n'est même pas le plus grand de son espèce. Ces céphalopodes peuvent atteindre 13 mètres de long, voire plus. Généralement, ces créatures habitent les profondeurs de l'océan, à une profondeur comprise entre 300 et 600 mètres, là où la lumière du soleil pénètre à peine, ce qui les rend insaisissables. Les Tanaka ont eu une chance incroyable de rencontrer l'un de ces animaux majestueux vivant et nageant dans des eaux moins profondes. Mais comment ce calmar géant s'est-il retrouvé dans les eaux peu profondes? Malheureusement, le calmar était probablement en fin de vie lorsqu'il a fait surface. Il était probablement déjà en mauvaise santé lorsqu'il décida de s'aventurer plus près de la surface. Pourtant, le souvenir de ce calmar a constitué une rencontre inoubliable pour les chercheurs et le couple. Numéro 12. En 1917, au plus fort de la Première Guerre mondiale, le cargo suédois SS Kiro transportait une précieuse cargaison de cognac français et de liqueurs bénédictines, destinée à l'aristocratie russe. Cette luxueuse cargaison était en route vers le tsar Nicolas II lorsqu'un sous-marin allemand a intercepté et coulé le Kiro dans la mer Baltique. Le navire a coulé à une profondeur de 77 mètres et est resté intact pendant plus d'un siècle grâce aux eaux froides qui ont préservé à la fois le navire et sa précieuse cargaison. Ce n'est qu'en 2019 que le navire a été redécouvert. L'équipe Ocean X, dirigée par Peter Lindbergh et Denny Asberg, s'est mise en route pour récupérer ce trésor historique. Malgré la profondeur, l'équipe a accompli l'impossible et a sauvé 900 bouteilles d'alcool vieilles d'un siècle, conservées dans les eaux froides de l'océan depuis la Première Guerre mondiale. Chaque bouteille raconte une histoire d'une époque révolue. La cargaison comprenait 50 caisses de cognac de marque Dartmouth & Company et 15 caisses de liqueurs bénédictines. Malgré leur âge, le contenu des bouteilles était probablement encore buvable, même si peu de gens oseraient l'essayer. La valeur totale des bouteilles récupérées a été estimée à plus d'1 million de dollars, bien que le prix exact qu'elles ont obtenu aux enchères n'ait jamais été révélé. Numéro 13. En 2020, des plongeurs effectuaient une mission de routine pour nettoyer les filets fantômes, ou filets de pêche abandonnés, au fond de la mer Baltique. Ces filets oubliés constituent une menace pour la vie marine, leur nettoyage est donc indispensable. Cependant, les plongeurs ont trouvé quelque chose de bien plus intéressant, un artefact rouillé recouvert d'algues qui ressemblait à une vieille machine à écrire. Ce qu'ils ont trouvé était une rare machine Enigma, un appareil utilisé par les forces allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale pour crypter les communications militaires. La machine Enigma a été inventée par Arthur Scherbius après la Première Guerre mondiale et rapidement adoptée par l'armée allemande. Il avait des roues qui brouillent les lettres pour créer des messages codés. Pour déchiffrer ces messages, le récepteur avait besoin d'une autre machine Enigma configurée avec les mêmes positions de rotor. Ce système complexe permettait aux forces allemandes de transmettre des informations secrètes en toute impunité jusqu'à ce que les cryptographes alliés, dirigés par le mathématicien britannique Alan Turing, parviennent à déchiffrer le code. Cette machine Enigma spécifique trouvée par les plongeurs avait 3 rotors, ce qui suggère qu'elle était utilisée sur un navire de guerre allemand plutôt que sur un sous-marin, qui transportait généralement des modèles à 4 rotors. Cet engin fut probablement jeté par-dessus bord en mai 1945 lorsque les forces allemandes sabordèrent leur navire pour éviter qu'il ne soit capturé par les Alliés. Cette découverte est unique,
car seule une poignée de ces machines ont survécu à ce jour. Après sa découverte, la machine Enigma a été confiée au musée archéologique du Schleswig pour conservation et études. Numéro 14. Imaginez que votre corps ait besoin de vous rappeler de respirer pendant que vous dormez. Cela semble gênant, non? Eh bien, c'est exactement ce que vivent les baleines. Parfois, les plongeurs rencontrent un groupe de baleines flottant au milieu de l'océan, la tête haute. Cela peut paraître étrange, mais c'est pour eux une nécessité. Contrairement aux humains, les baleines ont besoin de remonter à la surface pour respirer consciemment. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas se permettre de rester complètement inconscients pendant leur sommeil. Au lieu de cela, ils utilisent un type spécial de sommeil appelé sommeil lent unihémisphérique. Cela permet à un hémisphère du cerveau de se reposer tandis que l'autre reste actif. Fondamentalement, un côté de votre cerveau reste éveillé pour gérer la respiration et rester attentif aux dangers potentiels, tandis que l'autre côté se repose. En plus d'avoir une partie de leur cerveau active, cette position étrange leur permet de flotter rapidement à la surface, facilitant ainsi la prise d'air pendant leur sommeil. Les baleines dorment généralement à intervalles d'environ 20 minutes avant de devoir remonter à la surface pour respirer, et ce processus peut se poursuivre pendant plusieurs heures à la fois.